Je crois que j'ai démarré le live sans son, ce qui est quand même pas mal. Bonjour à tous, bienvenue. Sébastien est là, c'est bon, petit pétaradage au démarrage. Bienvenue à tous pour ce live sur les achats fois RSE égale développement durable au carré. Donc comment finalement l'intégration de la dimension RSE va venir amener une transformation très importante finalement à la fonction achat dans les années à venir. Bonjour Sébastien, bienvenue. Bonjour Guillaume. Alors on va voir si tout le monde est là. Je vois qu'on commence à avoir des commentaires. Bonjour Christophe. Dites-nous dans les commentaires, passez-nous un petit coucou et surtout dites-nous comme d'habitude où vous êtes, puisqu'en général on a des personnes quand même du monde entier qui viennent participer au live, donc c'est hyper sympa, on adore. Bonjour Abdelwaled. Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Bon, je pense que ça va arriver tranquillement, comme d'habitude. Ça va arriver, je regarde. Tout est bon. En plus, on change régulièrement nos horaires. Ouais, on fait des tests, on s'adapte aussi parce qu'on se rend compte que finalement, hop, ouais, c'est bon, on est en ligne. Ouais, je On vois là. essaie d'en faire pour tout le monde. Ça y est, Rouen, ça arrive là, tout le monde est en train d'arriver. Parfait. Tunisie. Continuez à nous dire, voilà, où vous êtes. Paris La Défense, un grand classique. Bonjour Céline. Bonjour Younes. Bordeaux. Ça y est, ça arrive. Ça se réveille. À mon domicile en région parisienne, Christophe, très bien. Entêté. Rouen. Bonjour David. Alors, un gros sujet aujourd'hui, Sébastien, puisqu'on se rend compte en fait que, le monde évolue. Et là, je vois, ça arrive. Malakoff. Malakoff, c'est pas une Malakoff Médéric, c'est pas une assurance à vie ou un truc comme ça, une prévoyance santé. Norma. Non, j'imagine que c'est une ville. Bonjour Jérôme. Bruxelles, très cool. Annabelle, bonjour. On va avoir du monde aujourd'hui, c'est top. Je pense, ouais, je pense, ouais. On a 350 personnes inscrites quand même. On va avoir besoin de votre participation ce matin parce qu'on est vraiment en train de refondre un point philosophique et vis-à-vis de la RSE et de la triple performance économique que l'on défend depuis des années pour la reconnecter effectivement au développement durable. C'est un peu le sujet du jour. Et on est vraiment très impatient de voir vos retours par rapport à ça et vos commentaires sur le sujet. Ouais, tout à fait. On se rend compte aujourd'hui, et je pense que chacun d'entre vous le vit au quotidien, il y a de plus en plus d'attentes sur la dimension sociétale et environnementale, ce qu'on appelle les achats responsables, ce qu'on appelle la RSE, qui vient impacter les achats. On a aujourd'hui un cadre réglementaire qui est en train de s'intensifier pour que les organisations prennent en considération cet élément-là. Et ça a mis du temps, mais ça y est, les entreprises, en faisant leur bilan carbone, et puis le bilan carbone a intégré finalement assez récemment le scope 3, on se dit, en fait, les achats, c'est 40 à 80% des impacts RSE des entreprises. Voilà. Et donc là, les directions générales font, wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau des achats, de la supply chain? Car finalement, c'est un peu le même métier, il faut quand même l'avoir en tête, ou en tout cas une évolution de ces métiers-là. Et bien, en fait, on se rend compte que les achats sont au cœur des impacts RSE des organisations. Et donc, il y a de plus en plus de pression qui est mise en fait sur les collaborateurs achats, sur les équipes achats pour venir intégrer cette dimension-là, pour venir répondre à ce qui est aujourd'hui devenu la stratégie finalement, ou en tout cas la dimension politique numéro 1 des organisations, c'est qu'on retrouve partout. C'est cette dimension de respect des pratiques éthiques, de respect de l'impact environnemental, de réduction des impacts environnementaux, pardon. Donc, il y a un vrai sujet. Bonjour Mehdi, bonjour Guillaume, bonjour Genaël, bonjour Brigitte, bonjour Yousra, bonjour Valérie, bonjour Joseph. Continuez à nous dire où vous êtes, là, c'est assez sympa. On a Barcelone pour l'instant, j'ai vu qu'on avait la Tunisie, Bruxelles, donc c'est pas mal quand même déjà, on a 4 pays. La France, on n'a pas vu personne de Toulouse ce matin? Non, personne de Toulouse ce matin, ils nous ils sont restés... Alors, bonjour Salia. Bon, on démarre? Sinon, on va être en retard, comme d'habitude. Là, on va essayer d'être dans les temps, c'est promis. On va essayer d'être dans les temps. On n'a pas dit qu'on allait réussir, mais on va essayer. Ah, Roumanie. Oula, Mélissa, elle a mis la barre très très haut là. Roumanie, c'est pas mal. Lille, Marseille.
Ah ouais, Roumanie, je crois que c'est la première fois. Bon, on va démarrer par une phrase qui finalement résume beaucoup ce que nous sommes en train les idées que nous sommes en train de pousser, les réflexions que nous sommes en train de vous pousser à la communauté achat. Une phrase qui nous vient de Charles Darwin, hein, qui est le père fondateur de la théorie de l'évolution des espèces. Il faut savoir qu'en fait, on n'est pas apparu sur Terre avec la forme que nous avons actuellement. En fait, nous sommes le fruit d'une évolution qui a pris plusieurs dizaines de millions d'années. Et nous sommes partis finalement progressivement dans la famille des mammifères. On a fini par devenir finalement les Homo sapiens, mais on est passé par des phases d'avant, Homo néandertal, Erectus, Australopithèque et j'en passe. Et donc, effectivement, ce que dit Charles Darwin, c'est que les espèces qui survivent le mieux sont celles qui s'adaptent le mieux au changement. Et cette phrase est assez importante puisque nous allons le voir. Finalement, la théorie de l'évolution semble parfaitement applicable aux métiers et tout particulièrement aux achats. On va le voir qu'elle s'adapte, elle s'applique aux métiers, elle s'applique aux entreprises, elle s'applique aux produits et aux services proposés par les entreprises. Si on ne s'adapte pas au changement, eh bien, il y a peu de chances que l'on fasse partie finalement du monde de demain. Petit bonjour à donc, Guillaume qui est à Toulouse, Mehdi. Ah, ça y est, on en a plusieurs. Camille de Chartres, Arnaud de Paris. On a pas mal de monde de Paris. Alors, hop. Donc, place de la fonction achat dans la 4e révolution industrielle et nécessaire transformation pour faire partie des organisations leaders de demain. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a une évolution des attentes des clients, on a une réglementation qui évolue, et on a des attentes des salariés qui sont en train d'évoluer également. Et on se rend compte que les organisations privées et publiques, aujourd'hui, elles doivent conjuguer performance économique, sociale et environnementale. Et aujourd'hui, elles se demandent comment elles vont faire, comment elles vont repenser leur mode de fonctionnement historique, comment elles vont rentrer dans cette 4e révolution industrielle. Quand on parle le comment est un vrai sujet, une vraie problématique pour laquelle j'imagine que beaucoup d'entre vous nous suivent. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de bruit autour de cette révolution industrielle où, effectivement, on a vu toutes nos notions RSE qui prennent énormément d'importance, mais en fait, effectivement, il y a énormément de termes qui sont utilisés. Donc, certains vont parler de développement durable, d'achat durable, de RSE. À un moment donné, les achats se perdent un petit peu, et c'est normal, en fait, dans ces différentes notions qui sont importantes de clarifier et que l'on va essayer de clarifier ensemble par la suite. Ouais. Quand on parle de 4e révolution industrielle, il est toujours intéressant de rappeler les révolutions industrielles précédentes. La première, en gros, 19e siècle, aux alentours de 1870, si mes souvenirs sont bons, on est passé vraiment d'un artisanat à une dimension vraiment plus industrielle. C'est la première. La seconde, c'est plus le Fordisme, le travail à la chaîne. La troisième, c'est évidemment, ce qui fait que là, aujourd'hui, on est connectés tous ensemble, c'est la dimension digitale, l'informatique. Et la quatrième, bien, c'est l'intégration de la dimension de l'impact RSE des organisations dans leur activité comme mesure de leur performance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les révolutions industrielles ne s'arrêtent pas là où commence la suivante. Par exemple, la 3e révolution industrielle, celle de l'informatique, a subi une accélération majeure avec l'arrivée de l'IA il y a maintenant 2 ans à un niveau, on va dire, exploitable dans le quotidien des organisations. Donc, en fait, les révolutions industrielles continuent d'évoluer, d'accord, elles sont toujours présentes. Il vient de se rajouter des révolutions qui viennent complexifier finalement le fonctionnement et entraîner des adaptations très importantes des entreprises. Par exemple, sur la 3e révolution industrielle, toutes les entreprises qui n'ont pas intégré la digitalisation, l'informatique, sont mortes aujourd'hui, ou presque, sauf quelques rares métiers qui n'en ont vraiment pas besoin. Globalement, aujourd'hui, toutes les organisations sont complètement dépendantes et interdépendantes par la dimension de l'informatique. Alors, elles se demandent comment elles vont faire pour finalement intégrer cette 4e révolution et comment elles vont mettre en œuvre un modèle qui va être à la fois plus durable au niveau des impacts RSE, mais également plus performant économiquement. Et une notion qui est importante, comment elles vont passer de l'obligation de moyens à l'obligation de résultats. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la dimension RSE qui est poussée par les différentes solutions de management RSE, qu'on ne citera pas, mais qui sont bien connues,
Enfin, on peut en citer, hein, c'est pas la question, mais bon, bref. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande de répondre à des indicateurs. Est-ce que j'ai formé mes équipes? Est-ce que j'ai intégré des critères RSE dans, si on prend les achats, dans mes appels d'offres? Est-ce que j'ai fait signer une charte à mes fournisseurs? Est-ce que, etc., etc. Et donc, en fait, on est juste dans l'obligation de moyens, en fait. On n'est pas du tout dans l'obligation de résultats. Ce qu'on comprend, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui vont réussir dans le monde de demain seront dans les résultats. C'est-à-dire qu'elles vont concrètement manager leur performance économique, mais également sociale et environnementale. Et surtout, ils ne vont pas les dissocier. Ça, c'est le point en fait que l'on défend depuis le début, c'est il ne faut surtout pas dissocier les deux. On peut tout à fait effectivement manager notre performance environnementale et sociétale, tout en manageant la performance économique et en menant les trois de front. C'est là où effectivement, nous, au travers de tous les travaux que l'on a menés et des formations que l'on propose, on mixe l'ensemble de ces trois éléments de front sans jamais les séparer les uns des autres. Ouais, c'est d'ailleurs la notion fondamentale qu'on va voir là dans les prochaines minutes. Effectivement, les achats, c'est 40 à 80% du chiffre d'affaires des entreprises et de leurs impacts RSE. Donc, on est effectivement en première ligne pour accompagner cette transformation. Mais quand aujourd'hui, on voit des démarches, par exemple, achats responsables, typiquement, si on reste sur les achats, qui vont d'un côté, il y a même des entreprises où il y a un service achat et un service achat responsable, comme s'il y avait un service achat responsable et un service achat irresponsable, quoi. On marche un peu sur la tête. Et en fait, il faut comprendre que les entreprises, en fait, finalement, les services achats comme ils ne sont pas finalement formés, ils n'ont pas l'expertise pour intégrer la dimension RSE comme levier de performance économique. Eh bien, ils ne voient d'autre solution que finalement de faire des achats responsables sur des sujets à la marge qui ont très peu d'impact sur le business et faire des achats à l'ancienne, performance économique à fond, sur ce qui compte vraiment pour l'entreprise. Or, ce dont on se rend compte, c'est que là où il y a les plus gros impacts RSE, c'est souvent là où il y a les plus gros impacts business. Et donc, en fait, on a des démarches qui sont un petit peu contradictoires et surtout qui ne rentrent pas en ligne avec cette révolution industrielle. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui se dessiner dans le fonctionnement futur des organisations? On va avoir celles qui vont réussir leur transformation, c'est-à-dire qu'elles vont maintenir, voire développer leur leadership dans le futur. D'accord? Ces entreprises-là vont réussir à intégrer la dimension RSE dans leur activité. Elles vont réussir à finalement maintenir, voire développer leur performance économique. Et donc, elles vont maintenir leur part de marché, développer leur leadership dans le futur. On a les nouveaux entrants. Alors, les nouveaux entrants, ce sont des nouveaux acteurs qui vont entrer directement alignés sur ce modèle-là de conjuguer performance économique, sociale et environnementale. Et donc, ils vont prendre des parts de marché tout simplement parce qu'ils n'existaient pas avant cette révolution industrielle. Alors, et ce qu'on appelle nouveaux entrants, parce que ça a fait débat sur nos dernières formations et je crois sur notre dernier live. Effectivement, les nouveaux entrants ne vont pas tous réussir à arriver sur le marché et s'aligner. Pour juste préciser ce point-là, ce qu'on appelle nous nouveaux entrants, c'est les nouveaux acteurs qui veulent prendre des parts de marché et qui font de manière générale des efforts immédiat sur justement la recherche de l'alignement pour effectivement se démarquer sur leur marché. Évidemment, on va avoir des nouveaux entrants qui ne vont pas réussir leur alignement et qui ne réussiront pas effectivement à percer le marché. Mais on sait que les nouveaux entrants, il suffit d'un nouvel entrant qui réussisse à percer pour que votre marché, le marché de votre entreprise, soit complètement remis en question. Oui, tout à fait. On va donner quelques exemples justement derrière, mais en troisième point, on va voir évidemment celles qui ne réussiront pas leur transformation, qui vont entrer en décroissance progressive sur l'ensemble des marchés, jusqu'à une potentielle extinction, un rachat, etc. Alors, comme tu évoquais, Sébastien, eh bien finalement, dans les nouveaux entrants, il y en a un qui est très célèbre dans le monde de l'automobile, par exemple Tesla, qui finalement est arrivé sur le marché il y a maintenant, c'est très récent, puisqu'en fait, ils ont commencé à commercialiser des voitures il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, mais il y a, je crois en 2018, il y a eu sur le marché un modèle qui s'appelle la Model 3 et ensuite la Model Y, qui sont deux véhicules qui ont la particularité d'avoir à un moment donné, je crois que c'était vers 2021, dans ces eaux-là, ils ont fait chuter tout leur prix, tout en restant extrêmement rentables. Et en fait, ils avaient des véhicules qui avaient une meilleure autonomie, qui étaient plus légers, qui étaient finalement moins chers, qui avaient une bonne image. Et en fait, ils alignaient vraiment la sphère de performance économique. Donc, en fait, des véhicules beaucoup plus légers, il y a beaucoup moins de matière à mettre dedans. Il y a des batteries moins grosses à mettre parce que le véhicule est plus léger pour faire une plus grande autonomie. Donc, vous avez un véhicule très performant économiquement,
qui avait été parfaitement pensé, standardisé, donc tous les leviers avaient été activés pour en faire un produit très performant économiquement. Naturellement, alors c'est pas un débat sur l'électrique, mais globalement, finalement, beaucoup plus écologique parce que plus léger, des batteries plus légères, plus d'autonomie, etc. Donc parfaitement aligné sur cette révolution qui est un petit peu remise en question là ces derniers mois, mais en gros, l'électrique aujourd'hui, l'Europe, tout le monde va à fond sur l'électrique, donc ils étaient très en avance sur leur marché. Et résultat, l'année dernière, donc en 2023, la Model Y est le modèle le plus vendu en Europe, alors qu'il est arrivé sur le marché, je crois, en 2020. C'est montrer la vitesse de poussée de ces nouveaux entrants. Et donc, on voit dans le monde de l'automobile, finalement, les acteurs historiques du monde automobile sont fait percuter par ce nouvel entrant, plus des compagnies, notamment chinoises, qui sont arrivées sur le marché. Finalement, ça a vraiment rebattu les cartes du marché. Et on voit aujourd'hui des groupes comme Stellantis, etc., qui luttent pour réussir leur transformation. Ils sont un petit peu là, j'ai cru voir, dans une situation un petit peu complexe actuellement, mais globalement, qui sont vraiment en train d'accélérer cette transformation. On voit les constructeurs premium également, allemands, etc., travailler sur cette transformation. Puis on voit aussi des acteurs, finalement, qui sont en très grande difficulté parce que finalement, même avant la révolution industrielle, ils n'étaient pas au top de leur marché. Ils ont de grandes difficultés à se transformer. On peut penser par exemple à General Motors, Sébastien. Oui. Au-delà de toute façon du choix de passer sur l'électrique, c'est toujours un fameux débat. Le sujet de la performance économique et du coup de la durabilité des choix qui ont été faits par Tesla est vraiment le sujet aujourd'hui sur lequel les acheteurs doivent s'intéresser. Parce que peut-être que demain, l'électrique va perdre complètement en part de marché, mais l'idée de Tesla de faire des véhicules dépourvus de tout commodo, de dizaines de milliers de pièces en moins par rapport à n'importe quelle voiture, va être reprise de toute façon par les constructeurs qui justement cherchent la durabilité. Et derrière, ça va permettre à tout le monde de combattre l'inflation, ça va permettre à tout le monde de proposer des véhicules bien moins chers, beaucoup plus durables, beaucoup plus faciles à réparer parce qu'il y a très peu de pièces, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. L'électrique, on l'a compris avec les problèmes de sécurité que propose cette technologie. On verra comment les choses évoluent. Peut-être que des nouveaux carburants propres vont être inventés et on fera un mix entre les deux. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est cette notion de performance économique qui est venue aller chercher Tesla et qui lui a permis d'aller derrière se développer, de faire des investissements colossaux sur l'ensemble des continents. Et elle n'aurait pas pu suivre ces investissements si, en fait, elle n'avait pas démontré la pertinence économique de son modèle. Oui, tout à fait. Alors, on va vous poser une petite question. Quelles sont, selon vous, les différences entre RSE et développement durable? Allez-y, répondez assez rapidement parce qu'il y a un petit délai. Donc, lancez-vous, dites-nous quelles sont, selon vous, les différences entre RSE et développement durable dans les commentaires. On va y venir juste après. Dites-nous quelle est votre perception de la différence entre RSE et développement durable. Allez-y. Il y a trois notions. Là, on voit la notion, si on allie les achats et ces notions-là, on voit les achats RSE, on va avoir les achats durables et on va avoir le développement durable. Ouais. Là, on a vraiment, pour le coup, ces trois notions qui s'affrontent un peu et on se rend compte, enfin, selon nous en tout cas, il y a une incompréhension entre la RSE et le développement durable. Ouais, tout à fait. Ou les achats durables. C'est ce point-là, en fait, que l'on veut évoquer avec vous aujourd'hui. Personne se lance ou ça va encore être en décalage. Allez-y, on va continuer à avancer, mais faites-nous vos commentaires là. Dites-nous quelle est selon vous la différence entre RSE et développement durable. Allez-y. Il n'y a pas de piège. Hein. C'est vraiment. Alors, RSE sont les moyens et développement durable, objectifs à atteindre. Intéressant comme retour de Gwenaël. Très intéressant. La RSE sont les moyens. Alors, est-ce que la RSE, ce ne sont que des moyens aujourd'hui ou est-ce qu'il ne faut pas aussi obtenir des résultats sur la dimension sociétale et environnementale assez intéressant comme réflexion. Et le développement durable, un objectif à atteindre, très, très intéressant. Gwenaël, je t'invite à continuer à participer au live parce que tu vas voir, on va venir challenger un peu cette phrase que tu viens de nous donner. C'est la déclinaison du développement durable en entreprise. La RSE, c'est la déclinaison du développement durable en entreprise. Ça, c'est intéressant aussi.
C'est-à-dire qu'en fait, le développement durable serait une notion qui ne toucherait pas finalement les entreprises, ou en tout cas dans les entreprises, et on vient la décliner sous forme RSE. Le développement durable et la RSE seraient la même chose, mais juste appliquée à l'entreprise. Ça aussi, tu vas voir qu'on va le challenger. RSE égale entreprise stratégique, développement durable égale objectif monde. Ah, ça fait 2 fois, hein. RSE entreprise et DD, objectif monde. On voit que le développement durable serait une notion un petit peu extérieure à l'entreprise sur les 2 retours. Ça, c'est intéressant. Et il y en a d'autres, hein, des retours là, on les voit. C'est pareil, il y a plusieurs fois cette notion-là. Je vais les passer tous en revue. Le RSE, c'est pour les entreprises, alors que le développement durable couvre le tout. Ça, c'est vachement intéressant, Sébastien. Je m'attendais pas à ces retours, tu vois. Pourquoi on nous parle de différence entre l'approche entreprise et l'approche mondiale, globale, politique, etc. Très intéressant. La RSE s'inscrit dans une politique de développement durable. Tout à fait, Karima. Mais toi, tu triches. Je crois que tu es passé par nos formations. J'en suis même certain. Valérie Triboulet. RSE, ce sont des piliers, des outils, le développement durable et le résultat visé. Ça, c'est encore intéressant. Hein. Tu as vu? On revient sur... Pour revenir sur le commentaire de Karima, par rapport à tous les commentaires que l'on a vus, Karima met l'inverse. C'est-à-dire que la RSE est dans les sujets développement. Tout à fait. Et pas le contraire. Ouais, tout à fait. Je rebondis pas trop dessus parce qu'après, on va y arriver de toute façon. RSE sont des piliers des outils, le développement durable et le résultat visé. Alors ça, c'est intéressant. Le développement durable serait un résultat. C'est intéressant, on parlait d'obligation de moyens, d'obligation de résultats. Et finalement, la RSE, regarde, on parle un peu d'obligation de moyens. Hein. Piliers, des outils, ce sera un petit peu des moyens à mettre en place. Et développement durable, un résultat visé. Je trouve ça intéressant comme approche. Aurélie, RSE égale développement durable appliqué aux organisations entreprises. Ça fait 3 fois, 4 fois qu'on nous le dit. Je serais curieux de savoir où est-ce que vous avez lu ça. Ça m'intéresse. Abdelwahed, RSE, c'est les procédures à respecter. Le développement durable, c'est la finalité à atteindre par l'entreprise. Très intéressant. On revient encore sur obligation de moyens, obligation de résultats. Rappelez-vous ce que j'avais dit au début sur la RSE. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'obligations de moyens dans les entreprises. Il y a cette problématique de résultats. Le développement durable serait peut-être, en quelque sorte, l'objectif à atteindre, le résultat. La RSE est spécifiquement axée sur le rôle des entreprises et leurs pratiques internes, tandis que le développement durable est un concept global qui concerne l'ensemble de la société. Très intéressant. Encore une fois, ça, développement durable, c'est pour l'ensemble des humains globalement, et la RSE, c'est pour les entreprises. Ouais, c'est vachement intéressant cette vision. Je pensais pas, je m'y attendais pas du tout. Je vous remercie pour ce retour. RSE concerne les segments de management de l'entreprise. Développement durable concerne les objectifs globaux et spécifiques au niveau mondial. Merci Asmae, on revient encore là-dessus. Dites-nous où est-ce que vous avez lu ça, parce que pour que tout le monde le dise, c'est qu'il y a bien une raison. RSE adopte les ODD au monde de l'entreprise et a ses spécificités, tandis que le développement durable touche l'ensemble des sphères de la société. Merci Ahmed. Encore une fois, on y revient. RSE prend en compte les individus, développement durable relève plus des organisations. Alors là, Christophe, c'est intéressant, tu dis l'inverse finalement un petit peu de ce qu'ont évoqué les autres, ou toi, alors pas l'inverse, mais tu expliques que le développement durable, c'est lié aux organisations et que la RSE, c'est plus lié aux individus. C'est assez intéressant comme approche également. RSE égale responsabilité, c'est le devoir de l'entreprise de mettre en place une démarche développement durable et le respect de la législation. Le développement durable est le but. On est encore un petit peu dans cette approche-là, un peu dite différemment. Ouais, tout à fait. Alors, on n'a pas, il y a marqué LinkedIn User, on n'a pas le nom. C'est intéressant. Globalement, ce qui remonte de vos retours, continuez à nous en faire là en commentaire, c'est hyper intéressant. On y reviendra un peu plus tard sur la différence entre les deux, surtout. On va voir ça. Développement durable égale RSE plus santé et sécurité au travail plus droit à l'homme plus durabilité. Intéressant également. Donc, on intègre la RSE dans le développement durable. Vous voyez, donc vous êtes 3 ou 4 à avoir intégré la RSE dans le développement durable et vous êtes 5 ou 6 à avoir évoqué que la RSE est la déclinaison du développement durable appliqué aux entreprises, en gros. Eh bien, en fait, on va vous apporter une vision un petit peu différente. Vous avez sous les yeux les sphères du développement durable et conformément aux 17 objectifs du développement durable. Et il y a une chose que aucun d'entre vous, finalement, n'a réellement apporté, finalement, c'est la sphère économique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la RSE, il y a la responsabilité sociétale des entreprises qui est avant tout un enjeu sociétal et environnemental. Quand vous prenez
les différentes normes, même si des fois la dimension économique est on va dire, doucement, comment dire, doucement caressée, en réalité, on parle uniquement de réduire l'impact environnemental, d'améliorer les conditions sociales et sociétales. Quand vous regardez les différents indicateurs de toutes les solutions de management RSE, quand vous regardez les différents référentiels réglementaires, on parle principalement, voire uniquement, des impacts environnementaux et sociétaux, et toute la dimension économique est vraiment soit totalement absente, soit à peine effleurée. Voilà le terme. Alors, et en fait, pour préciser, parce qu'effectivement, certaines personnes vont dire, mais si, l'économie qui est pris en compte dans la RSE, l'économie qui est pris en compte dans la RSE souvent pour mesurer justement nos choix sociaux et nos choix environnementaux. Tout à fait. Mais parce que on va regarder les masses de dépenses pour dire on consomme trop de ressources environnementales et on va regarder les masses de salaire pour dire on a un déséquilibre sociétal effectivement dans nos rémunérations. Effectivement, là, l'économique rentre un peu en compte. Mais là, nous, ce que l'on voit, c'est que dans le développement durable, l'économique, c'est aussi la performance de l'entreprise et sa durabilité. Exactement. De toute façon, on va rentrer dedans. Alors, Jean, qui, ça y est, a on va dire, répondu de la meilleure des manières, hein, puisque RSE égale sociétal et environnemental, développement durable égale sociétal, environnemental et économique. Et en fait, je pense que c'est le concept principal qu'il faut aujourd'hui que vous ayez en tête, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le développement durable, c'est une approche orientée sur la triple performance économique, sociale et environnementale, et que la durabilité, le développement durable d'une entreprise n'est possible que si la performance économique est présente. Une entreprise qui est hyper vertueuse, mais qui n'est pas performante économiquement, qui n'est pas rentable, qui propose des produits qui ne sont pas compétitifs, par exemple, ne va pas survivre. Par contre, une entreprise qui a uniquement de la performance économique aujourd'hui, si elle n'intègre pas la dimension RSE, finalement, elle ne va pas survivre non plus, puisque ça va venir affecter sa performance économique par le fait qu'elle ne respecte pas la réglementation, par le fait que ses clients vont la bouder, que ses salariés vont moins s'intéresser à son entreprise. Et donc, en fait, il y a un équilibre entre les trois sphères du développement durable, économique, social, environnemental, ce qu'on appelle le management de la triple performance, qui finalement est du management du développement durable, tout simplement, pour aligner les sphères, équitable, vivable, viable, pour entrer dans une démarche durable, tout simplement. Donc, retenez bien ceci, la différence entre RSE et développement durable, ce n'est pas le fait que le développement durable soit au global pour le monde, l'Europe et tout ce qui est en dehors de l'entreprise et la RSE, son application à l'entreprise. Pas du tout. Le développement durable est parfaitement applicable aux entreprises. D'ailleurs, vous avez des directions développement durable qui se montent dans les entreprises, des directions RSE. Et c'est vrai que c'est un bon exemple aller-retour qu'on a de votre part. Aujourd'hui, quand on fait des actions, on parle beaucoup de RSE, c'est le terme qui a pris un peu le pas sur le développement durable, mais d'une action à l'autre, on va peut-être parler de développement durable, on va parler de RSE sans réellement faire la différence avec cette dimension économique. Il y a un flou, en fait, sur ces deux différences-là, qui est un flou majeur dans la capacité des organisations à se transformer, puisqu'une fois qu'on a compris que le développement durable, c'est la triple performance et la RSE fait partie du développement durable sur les piliers sociétaux et environnementaux, eh bien, on a tout compris. Oui, parce que là, aujourd'hui, la RSE est vécue comme une contrainte. C'est comme si on se met une contrainte en se disant, mais de toute façon, nos objectifs, ils sont dans une autre direction. Et en fait, on s'impacte avec des objectifs RSE. Et étant donné que tout n'est pas aligné, on n'arrive pas vraiment à aller de bon cœur et très motivé dans cette direction-là. Par contre, quand on comprend cette notion-là de développement durable, eh bien là, on comprend que l'ensemble des objectifs sont alignés. Et la synthèse de Jean est parfaite. Là, on pourrait imaginer social-environnemental, on a la partie RSE, et social-environnemental plus économique, on est vraiment dans le développement durable, ou ce qu'on peut aussi appeler des achats durables. Parce que le développement durable, effectivement, ça va être l'entreprise en entier, et des achats durables, on va se concentrer uniquement sur le métier des achats. Tout à fait. Donc là, il y a un vrai sujet. Il faudra qu'on accélère un petit peu. Je pense que je raccourcirai la présentation et ceux qui veulent la recevoir, vous nous enverrez un email à hello@swot.fr. Je vais le mettre en bannière. Je pense que c'est très important de répondre à Jérôme là, parce que en fait, effectivement, Jérôme,
tu mets le doigt sur un élément très, très important des entreprises à mission. Alors, nous sommes entreprises à mission, SWOT, évidemment. On ne voulait pas le faire parce qu'on l'a toujours été, finalement. C'est l'essence même de SWOT, sa genèse. Mais en fait, tout ce qu'on ne dit pas n'a pas de valeur. Et en fait, il faut... voilà. Et puis, c'est bien de rejoindre une communauté d'entreprises engagées dans cette transformation. Alors, justement, dans le quid des entreprises à mission, et tout comme dans les politiques d'entreprise et dans les politiques achats responsables, pour moi, aujourd'hui, il n'y a rien de pire et de plus... on va dire, je vais essayer d'utiliser des mots pas trop gras parce que c'est quand même une grande majorité des entreprises. Donc, je pense on peut pas faire pire aujourd'hui pour une entreprise que dans sa mission d'omettre, d'accord, la dimension économique et de ne mettre que des actions vertueuses. Aujourd'hui, la mission d'une entreprise doit être orientée sur, évidemment, sa dimension sociétale et environnementale, sa rentrée dans la 4e révolution industrielle, mais elle ne doit sûrement pas oublier la dimension économique. Je rebondis, j'étais avec les équipes de nutrition et santé la semaine dernière, on a fait leur politique achat ensemble, ils se sont formés sur un gros cursus chez nous. Et je rebondis sur ce que tu dis, Jérôme, parce que je pense que c'est intéressant. Regardez la mission du service achat de nutrition et santé. La mission du service achat est d'accélérer la transition de nutrition et santé vers un modèle plus durable et performant économiquement. D'accord ? On ne parle pas seulement de compter les lapins dans les champs, on intègre également le maintien et le développement de la performance économique qui sera un pilier de la durabilité de l'organisation et en garantissant des produits sains et de qualité pour nos consommateurs tout en respectant l'environnement et les partenaires avec lesquels nous travaillons. Vous voyez, il y a une dimension aujourd'hui de maintenir et d'intégrer cette dimension économique dans l'entreprise à mission, dans la politique d'entreprise et dans la politique achat, parce qu'il n'y a pas de politique achat responsable aujourd'hui. D'accord ? Une politique achat qui n'intègre pas la dimension RSE est un petit peu désuète. Merci Jérôme pour ce... Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est sur ce qu'on vient de te faire comme retour. Tu as l'air assez sensibilisé au sujet. Dis-nous ce que tu en penses. Après, effectivement, dans les entreprises à mission aujourd'hui, il n'y a pas de... Alors, c'est tout un ensemble de statuts, de points annuels à faire sur la mission de l'entreprise, qui doit travailler concrètement sur des sujets. Effectivement, on va peut-être retrouver des entreprises à mission qui vont mettre ce sujet de développement économique, mais le développement économique est toujours de fond, même si effectivement on va vers le sujet à mission. Parce que de toute façon, par exemple, le but de nutrition et santé, c'est de se développer, c'est de pouvoir impacter son écosystème local positivement. Et c'est certainement pas un but de dire bon, bah voilà, on va réduire nos achats, on va réduire notre part de marché, on va licencier 50% de nos salariés. Ça a aucun sens en fait. Donc, c'est pour ça que cette notion de performance économique et de développement, tout en faisant le maximum et en prenant des choix tranchés sur la transition des pratiques sociétales et environnementales, c'est important. C'est important d'avoir ces 3 leviers que l'on retrouve effectivement à 200% dans les 17 ODD qui ont été promus par l'ONU. Vous êtes plusieurs à effectivement avoir évoqué ces sujets-là, en évoquant justement qu'il n'y avait que la société et l'environnement dans les ODD. Alors que le volet économique est bien là, et ce qui rend complètement logique en fait notre position en fait et nos recommandations vis-à-vis de cette notion de développement durable qui s'applique complètement aux entreprises. Ouais, et particulièrement aux achats qui, comme nous l'avons vu, représentent 40 à 80% du chiffre d'affaires des entreprises et de leur impact RSE. Finalement, l'intégration, l'arrivée de cette 4e révolution industrielle est une formidable opportunité pour la fonction, finalement, de se réaligner sur ces nouveaux besoins des organisations et de se positionner comme expert de la transition, finalement, vers un modèle à la fois plus durable, mais qui développe la performance économique des entreprises. Et donc, on voit bien ici les sphères, les différentes sphères pour composer ce qu'est le développement durable. Et c'est parfaitement applicable aux entreprises, vous le voyez, innovation et infrastructure, des emplois, les énergies renouvelables, tout est finalement orienté sur ça. Le point 8, accéder à des emplois décents. Déjà, il y a accéder à des emplois. Donc, si les entreprises n'ont pas pour but de se développer, il n'y a pas d'emploi. Et pour le coup, vous voyez, on n'est pas du tout dans cette démarche de développement durable. Oui, tout à fait. Alors, je vais me risquer à vous raconter une petite histoire
l'histoire de donc en 2007, pardon, il y a un nouveau produit qui est sorti sur le marché, qui a été présenté par une marque bien connue, la marque à la pomme, un produit qui s'appelle l'iPhone. L'iPhone a été présenté en 2007 par Steve Jobs et l'iPhone avait une particularité, c'est qu'il regroupait finalement là où avant on avait besoin d'un appareil photo, d'un téléphone, d'un appareil photo pour prendre des photos, d'une caméra pour prendre des vidéos, d'un téléphone pour téléphoner, d'un iPod pour avoir la musique et qu'est-ce qui manque d'autre photo, ah oui, et puis d'un pad pour aller sur Internet. Ben, en fait, oui, oui. Avant, on avait besoin de 5 produits. Oui, un pad ou un ordinateur. Oui, Je suis tout à pas fait. sûr que les tablettes existaient vraiment en plus. Elles existaient, j'ai vérifié du coup. Elles existaient. En fait, en 2007, on a Steve Jobs qui se pointe. Il sort un produit qui fait la taille d'un, qui était très petit déjà, le premier iPhone. Et il dit, voilà, on a créé un produit qui permet de faire tout ça. En 2011, tous les marchés donc des appareils photo se sont cassés la figure. Les pads, marché qui s'est complètement cassé la figure. Les caméras individuelles cassaient la figure. Les téléphones qui faisaient que téléphone cassaient la figure. Les iPads, donc les baladeurs MP3 cassaient la figure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arrivée de ce nouveau produit qui était beaucoup plus aligné sur les attentes des consommateurs au niveau mondial, finalement, ce qu'on appelle le smartphone aujourd'hui, et bien finalement, est venu bouleverser complètement le marché en apportant un produit qui répondait à plusieurs besoins et qui finalement était hyper compétitif pour les salariés. Alors, pourquoi je fais cette passerelle-là? Aujourd'hui, l'analyse que nous faisons, vous le voyez partout sur Internet, on a donc aujourd'hui une course un peu à l'armement des métiers pour pouvoir accélérer la transition des organisations vers un modèle à la fois plus durable, d'accord, et rarement performant. C'est-à-dire que souvent, on parle que de la dimension RSE, très rarement de la performance économique parce que personne ne sait comment faire, en fait. Aujourd'hui, il y a un vrai souci d'intégrer cette dimension économique auprès de la direction RSE. On a tendance à prendre des chemins séparés et finalement, ça crée des gros soucis de fonctionnement et de transformation des organisations. Et aujourd'hui, on va avoir plein de solutions qui vont arriver, des métiers donc anciens qui vont essayer d'évoluer, finance verte, les achats responsables, on va dire ça comme ça, le marketing qui est un petit peu finalement le nouvel RSE, on a des directions développement durable qui se créent, donc c'est de nouveaux métiers, et donc on va avoir plein de nouveaux métiers qui vont se créer, des métiers qui essayent d'évoluer, des entreprises qui sont en attente d'avoir l'expertise interne, le métier qui va les aider à se transformer de manière finalement la plus simple et naturelle possible pour finalement qu'elles fassent partie du monde des leaders de demain. Et donc, vous avez compris le parallèle entre finalement l'iPhone, d'accord, et les différents métiers, où finalement aujourd'hui, on rentre au niveau des achats. Donc, la fonction achat qui historiquement était orientée sur vraiment la performance économique et la gestion du risque, d'accord, avec une vision data management financier, etc. Elle entre dans une phase de transformation où elle va intégrer la dimension RSE, la dimension partie prenante, d'accord, la dimension extra-financière pour pouvoir finalement faire transiter ces 40 à 80% du chiffre d'affaires et de l'impact RSE des boîtes vers ce nouveau modèle. Et donc, on a faire transiter ou participer à transiter, ou en tout cas ne pas rester sur la touche, parce que comme vient de le dire Guillaume, les services marketing, les services finance, on n'a pas parlé de services qualité, qui pour beaucoup prennent justement cette nouvelle casquette RSE, où avant ils étaient uniquement sur peut-être la norme, les réglementations et les non-conformités et la satisfaction client. Là, ils intègrent, on leur donne la RSE de plus en plus. À un moment donné, si les acheteurs ne prennent pas à bras le corps le sujet de cette transformation, eh bien en fait, ils vont perdre du temps parce qu'on va leur imposer de travailler sur des sujets qui ne seront pas forcément prioritaires, qui ne respecteront pas forcément les enjeux de performance économique de la société. Effectivement, on aura une incohérence et nous, les acheteurs, on sera effectivement en complète opposition, en tout cas absolument pas en phase avec ce qui va nous être imposé. Si aujourd'hui, vous prenez le virage d'intégrer évidemment et de comprendre ce besoin de transformation et d'évolution, eh bien en fait, vous mettez de votre côté toutes les billes pour ne pas passer à côté de cette opportunité et rester à côté du train, quoi. Ouais. La question, on parle, tout le monde dit il faut pas laisser passer l'IA.
Mais avant l'IA, aujourd'hui, là, vous avez vraiment le sujet de la compréhension de la durabilité des achats à prendre en compte, et l'IA sera un des outils qui vous aidera à aller plus vite. Ouais, ouais. Bah, on a un live qui est prévu là-dessus dans les mois à venir, où on explique en fait que sur certains niveaux de maturité, c'est pas l'IA qui va vous sauver, quoi. Il faut vraiment élever notre niveau d'expertise, puisque à cela s'ajoute l'arrivée de l'IA, qui va remplacer un peu les métiers avec des niveaux d'expertise, on va dire, qui peuvent être plus facilement remplacés, là où les niveaux supérieurs vont utiliser l'IA pour être encore plus performants. Bref, la question aujourd'hui est de se dire, rappelez-vous l'image des espèces, l'histoire de l'iPhone. C'est juste aujourd'hui des parallèles que nous faisons pour comprendre les mécanismes fondamentaux. Mais en gros, la question, est-ce qu'on va être, alors là, c'est un Nokia 3310 que certains d'entre vous connaissent bien, mais est-ce qu'on va être le BlackBerry des solutions apportées aux entreprises, des métiers, voilà, est-ce qu'on va être le BlackBerry, c'est-à-dire ce métier qui va rester ancré dans la performance économique et la gestion du risque supply chain, ou est-ce qu'on va devenir ce métier qui va intégrer la dimension RSE? On est en première ligne pour le faire, c'est nous qui avons les plus gros impacts. Est-ce que c'est nous qui allons apporter cette expertise aux entreprises pour accélérer leur transformation, d'accord, vers ce nouveau modèle? Ça peut être nous, alors on peut changer de nom, hein, ça peut être une partie d'entre nous. En réalité, je ne pense pas que tout le monde réussira, hein, on va voir les pourcentages. Mais la question est, est-ce que aujourd'hui, nous, fonction achat, sommes en capacité d'évoluer pour finalement apporter au niveau collectif, ça serait formidable que la fonction achat vraiment arrive au niveau collectif à devenir du management du développement durable. Ça sous-entend effectivement un changement de nom. Hein. Quand tu intègres à la performance économique la dimension sociétale et environnementale, tu es dans la triple performance du management du développement durable. Est-ce qu'on va réussir cette transformation pour à terme devenir finalement des directions de développement durable qui vont lancer toutes les initiatives de management de la performance économique sur les portefeuilles achats, RSE, etc. Et également, effectivement, tout le cadre RSE avec le management des obligations réglementaires, des différentes solutions de management RSE, en connexion avec la communication, marketing, etc. Donc vraiment se demander aujourd'hui qu'est-ce que nous souhaitons apporter comme expertise aux organisations et qu'est-ce qui va se passer si on ne le fait pas finalement. Voilà. Et c'est là où la réflexion commence à arriver, de se dire quelles vont être les incidences de l'intégration de la RSE aux achats. Si on fait un rapide parallèle avec l'évolution de ces 70 dernières années, hein, on a eu une période vraiment, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, où la fonction achat a commencé à grandir. Le choc pétrolier de 73 a amené Peter Kralich à évoquer le fait qu'on devait devenir des managers de la supply chain. Et aujourd'hui, on aborde la fonction achat dans la 4e révolution industrielle. On doit devenir des managers du développement durable. En fait, on est complètement dans la continuité d'évolution de la fonction achat de ces 70 dernières années. J'avance un petit peu, vous aurez la présentation. Répondez au questionnaire, mais plus tard, ceux qui ne l'ont pas fait. Ce qu'il faut retenir de cette image, c'est que 81% aujourd'hui des acheteurs ne dépassent pas le niveau 3 de maturité achat. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, plus de 80% des acheteurs ne dépassent pas ce niveau-là, donc ne sont pas encore dans cette phase de transformation. Donc c'est quand même assez gênant. 8 professionnels achats sur 10. Et on a eu plus de 3000 répondants, c'est ça, plus de 3000 à la fin du premier trimestre 2024. On était à plus de 3000 personnes interrogées. Donc là, on a un vrai souci. On est beaucoup à être prêts à faire cette transformation parce que tous ceux qui sont dans les niveaux 1, la passerelle pour aller chercher les niveaux supérieurs est très longue. Mais tous ceux qui sont déjà dans les niveaux 2, LV, 3 sont vraiment en première ligne pour se transformer et aller vers cette transformation. Des nouveaux outils, on en a parlé plusieurs fois, il y a plusieurs lives cette année, je vous invite à vous inscrire pour les voir. On a vu l'approche pyramide avec les différents niveaux de maturité, le lead management, la transformation, etc. La stratégie, je crois qu'on le voit dans les prochains lives. Donc là, comment on structure un plan d'action. Vous avez d'ailleurs un guide qui est sorti, j'ai posté ce matin sur LinkedIn, n'hésitez pas à le télécharger, sur comment on structure un plan d'action. Notamment ici, vous avez la matrice de priorisation en fonction des enjeux de performance économique, de risque, mais également RSE et partie prenante. On vient intégrer 2 nouveaux outils qui intègrent cette nouvelle dimension pour pouvoir proposer des plans d'action qui soient cohérents par rapport à la nouvelle mission de la fonction achat. Évidemment, des processus de gestion de projet pour aller générer des résultats concrets sur les portefeuilles. Je vous en ai mis quelques-uns là, qu'on a mené notamment avec Sébastien. Celui-là, on l'a mené ensemble, Sébastien, si tu te rappelles. Mais en gros, vous avez des exemples dans la présentation où on démontre en fait que sur les principaux budgets de l'entreprise, on est chez un transporteur, eh bien, on va réduire le coût total du budget de 12%, l'impact CO2 de 11%, on va améliorer les conditions sociales, on va réduire les impacts environnementaux, on va améliorer la satisfaction client. Là, ici, vous voyez, sur un budget de 6 millions d'euros, on descend, on gagne 1 200 000, donc on améliore la performance économique
de manière extrêmement importante. Et en plus, on a réduit de 2083 tonnes de CO2 par an. Donc, c'est 19% pardon, l'impact CO2. C'est la consommation des véhicules qui a été réduite de manière très importante. Un autre projet, là, on est sur du transport de marchandises. Donc, réduction des litiges, optimisation des localisations et surtout des plans de transport. Vous voyez ici les gains financiers et environnementaux qui se cumulent. On est en plein dans la triple performance, le management du développement durable sur des sujets prioritaires d'impact des organisations. On n'est pas en train de mettre des panneaux solaires sur les toits et de mettre des prises de recharge pour véhicules électriques sur le parking. On est vraiment sur le cœur d'activité de l'entreprise. C'est bien ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui, le développement durable se fait en priorité sur les enjeux critiques pour l'organisation et sûrement pas sur uniquement, alors il faut le faire aussi, mais sur prendre des fournisseurs d'énergie verte, mettre des panneaux solaires et mettre des bornes sur le toit mettre des bornes électriques sur le parking. Je prends juste ces exemples-là qui sont assez classiques et clichés. Là, on parle vraiment de travailler sur le cœur de métier des boîtes. D'ailleurs, ici, par exemple, chez un fabricant de vin, un travail d'éco-conception sur les bouteilles, notamment, et de différents leviers qu'on a activés sur la méthodologie de l'entonnoir, qui a permis finalement de réduire de 12% le coût global et l'impact CO2 de 16% sur la base des méthodologies ADEME. Et on voit ici les gains qui se cumulent, gains financiers et gains CO2. Pour terminer, on est un petit peu en retard comme d'habitude. J'enchaîne un peu, Sébastien, tu veux dire quelque chose ? Non, j'ai essayé d'accélérer justement sur le sujet. Là, ce que je peux ajouter, c'est que les projets qu'on vous a présentés, effectivement, on met toujours en parallèle les gains économiques, mais le côté environnemental est aussi très, très poussé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, dans le développement durable de l'entreprise dans laquelle on a travaillé, on a permis à cette entreprise, derrière, de pouvoir réinvestir ses gains pour soit effectivement être plus compétitif au niveau de son offre, ou soit investir dans de nouveaux process, dans de nouveaux équipements qui lui permettent d'améliorer encore plus ces réductions des impacts environnementaux ou de rééquilibrer peut-être des écarts de salaire ou une meilleure rémunération de ses fournisseurs de matières premières. Et tout ça était possible grâce à ce travail achat qui a amené, au travers d'une réflexion de développement durable, ces apports de triple performance économique, sociale, environnementale. Voilà ce que je pouvais ajouter là-dessus. J'ai juste, pour reprendre, continuer dans ce que tu dis, je fais très court, mais là, on se rend compte, en fait, que ce qui a permis de faire le plus de gains sur ces projets, rentrer un peu dans le détail de ces images-là quand vous recevez la présentation, vous m'envoyez un email à hello@swat.fr et je vous répondrai dans les prochains jours. Mais finalement, sur les camions, c'est les leviers qui ont permis de baisser la consommation des camions, qui ont été les plus gros générateurs de gains. Sur les achats de transport de marchandises, finalement, c'est l'optimisation des palettisations, c'est-à-dire de mettre plus de produits sur les palettes. C'est l'optimisation des plans de transport, de réduire les kilomètres parcourus qui ont été le plus gros générateur de gains. Ça ne nous a pas empêché de faire des appels d'offres, la massification, les contrats pluriannuels, bref, de la standardisation, tous ces leviers historiques aux achats. On se rend compte qu'à chaque fois, les leviers qui permettent de baisser l'impact environnemental sont les plus gros leviers de génération de performance économique. Donc en fait, il y a un lien intrinsèque entre les deux et les séparer, c'est perdre en performance économique. Sur la bouteille, c'est un parfait exemple, puisque le meilleur moyen de réduire l'impact environnemental d'une bouteille, c'est évidemment de l'alléger. Et bien, finalement, le meilleur moyen de baisser son coût, c'est aussi de l'alléger. Voilà. Ouais, ce qui nous manque dans notre présentation, c'est le coût de l'investissement. Parce qu'en fait, les projets qui vont amener justement à un très beau résultat ont systématiquement été réalisés grâce à des investissements. C'est-à-dire que sur les camions, pour réduire en fait les consommations, on a fait tous les investissements possible. Donc, on a alourdi le coût des charges pour pouvoir faire des économies finales. Pour les bouteilles, c'est pareil. Le producteur de bouteilles a dû mettre un investissement, je crois, chauffer même un peu plus fort. Ouais. Et on se sont rendu compte qu'en chauffant un tout petit peu plus fort et en dépensant un peu plus, on économisait énormément de matière à la base. Ouais. Et en fait, c'est des ajustements de chaîne, mais qui nécessitent des investissements en temps, en recherche, ou directement en investissement dans du matériel et des équipements pour aller chercher effectivement cette durabilité. Beaucoup d'innovation. Alors, ce n'est pas toujours le cas, Sébastien, mais effectivement, chaque projet est à prendre au cas par cas. Voilà. On a un sujet là-dessus, un live, on va rentrer dans le détail de comment on génère des résultats. C'est dans les lives qui suivent l'année, puisque les lives suivent un peu
le fil conducteur de structuration d'un service achat chaque année. Donc voilà. Pour terminer. Ça montre bien, en tout cas, ouais. que si on se concentre que sur l'économique, ben, on va avoir tendance à s'orienter vers un appel d'offres, point barre. Oui. Tandis que effectivement, quand on va faire une démarche poussée de remise en question des pratiques, on va toucher obligatoirement au social et environnemental. Beaucoup d'entreprises le font et ne le valorisent pas. Et celles qui le font, en tout cas, vous faites du développement durable. C'est-à-dire que vous intégrez les leviers RSE plus la durabilité économique dans votre démarche. Et donc, vous êtes déjà sur cet axe-là. Oui, tout à fait. Alors, pour terminer, les achats représentent 40 à 80% du chiffre d'affaires et de l'impact RSE des entreprises. Ils sont donc en première ligne pour accompagner la transformation obligatoire des organisations vers un modèle plus durable et performant économiquement. Donc, les achats doivent s'adapter à ce changement de paradigme en faisant évoluer les processus, les outils métiers pour s'aligner sur le besoin des organisations. Rappelez-vous, l'intégration de la dimension RSE, le niveau 4 de maturité, qui permet non seulement d'être plus performant économiquement. Donc, en montant d'un niveau, on va être aussi plus performant. C'est ce qui faisait notre mesure de performance économique, enfin de performance historique. Donc, on doit, ce que conjuguer la triple performance économique, sociale, environnementale, c'est répondre à la définition du développement durable selon les ODD de l'ONU. Donc, les achats doivent manager la triple performance économique, sociale, environnementale pour s'aligner sur les attentes des organisations parce qu'on est en première ligne et pour être plus performant. On se rend compte que la triple performance économique, sociale, environnementale, c'est le développement durable, selon les 17 ODD de l'ONU qui sont finalement un peu le cœur de toute la démarche RSE, si on prend au sens global de l'Europe et toutes les réglementations, etc., de l'agenda 2030. La question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est les achats doivent-ils devenir des managers du développement durable? On a regardé la course avec les autres métiers est lancée. La question, c'est qui sortira le métier smartphone des entreprises en premier? Qui sortira ce métier qui va permettre, d'accord, aux organisations de se transformer le plus rapidement possible, d'accord, vers un modèle plus durable et performant économiquement. Et donc, on en arrive au achat fois RSE égale développement durable au carré. Et donc, le débat est ouvert. C'était le sujet de ce live. Est-ce que, selon vous, les achats vont devenir des managers du développement durable? Alors, il y aura peut-être plusieurs étapes sur la phase de transformation. On deviendra une direction achat RSE, une direction triple performance achat, une direction développement durable. Ça dépendra de la direction générale, ça dépendra d'où on vient, de comment on présente les choses, évidemment. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ce que j'aimerais ajouter, je fais une petite proposition entre le 3 et le 4. J'aimerais pouvoir mettre que le métier achat va devenir de plus en plus passionnant. Si effectivement on a la capacité d'aller beaucoup plus loin que regarder que l'économique ou que faire nos priorités économiques et d'un coup ne chercher que de la RSE de manière désordonnée, décoordonnée. Entre le 3 et 4, on va avoir la passion du métier qui va effectivement prendre le dessus et nous permettre de rayonner, parce qu'en fait, on le sait tous, on est beaucoup plus attiré par des gens qui rayonnent, qui sont passionnés, et donc un service achat qui arrive systématiquement en point de direction, enjoué, passionné, en fait, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus suivi, beaucoup plus leader dans son organisation, tout en sachant que pour réussir justement toutes ces transformations, on doit être leader, on doit être effectivement multiservice, on doit amener tout le monde à vouloir adhérer et participer à cette évolution. Oui, tout à fait. On va maintenant clôturer ce live. Donc, pour ceux qui souhaitent recevoir la présentation, vous nous envoyez un mot doux, si possible, à hello@saut.fr, tout simplement. On vous enverra la présentation et des petites choses supplémentaires pour vous faire plaisir. Si vous avez besoin de justement développer votre expertise pour être en capacité finalement d'accompagner les organisations vers un modèle plus durable et performant, que vous soyez salarié, que vous soyez consultant achat, que vous soyez directeur achat, que vous soyez en recherche d'emploi, en transition professionnelle en vous demandant comment aller vers des métiers impact, tout simplement vous nous contactez parce que nous avons finalement aujourd'hui les solutions pour développer votre expertise. On a une communauté qui va vous permettre finalement de vous rapprocher de ces valeurs-là et de ce besoin-là des organisations pour finalement plus facilement atteindre vos objectifs de carrière, quoi, tout simplement.
Sébastien, il est temps de nous quitter. On est presque dans les temps. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Tout simplement, dites-nous ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. Pensez à nous dire au revoir et puis surtout, n'hésitez pas à nous dire aussi les sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde dans les prochains mois. Ciao tout le monde. Ils sont pas très bavards. Vous n'êtes pas très bavards aujourd'hui. Alors si, tout le monde a bien participé sur le sujet. Mais... D'ailleurs, c'est très intéressant. Hein, ça pourra peut-être nous permettre d'adapter un peu notre discours et la façon dont on souhaite vous amener effectivement vers cette évolution, vers cette intégration, en tout cas, de ce terme-là, développement durable. Donc voilà, on vous remercie tous. N'hésitez pas à envoyer un petit mail à helloswat.fr si vous voulez nous faire part effectivement de votre vision. Merci. Merci Aurélie. Merci Jérôme. On aime bien vous mettre en avant sur les lives. On pourra parler effectivement de ce sujet-là au prochain live. Merci Annabelle, merci Arnaud. En tout cas, on espère que vous avez une meilleure vision de la différence entre RSE et développement durable et de l'opportunité qui se présente à nous. Merci Meryl. Merci Karima. Merci Prosper. Pas de blague sur le pain d'épices, Sébastien, surtout pas. Merci et bonne journée. Merci Gwenaël. Bon, c'est cool. En fait, il y a un décalage. Merci Nourna. Merci Selena. Merci Joseph. Merci à tous. Merci à tous. C'est cool. Bon. Bon, c'est top. Bon, ouais, je te vois tout à l'heure, Sébastien. Ciao Christophe. Pensez à nous dire au revoir, même si on s'est déconnecté ou que vous voyez le live plus tard. Hein. Faut faire vos commentaires, on les lira. Merci Sophie. Bon, ça a l'air de vous avoir plu, c'est cool. Merci Ophir. Je vous rappelle, oui, ça fait un moment, Ophir, que tu veux faire la formation. On t'attend, nous. Hein. Merci Marion. Bon, c'est cool. Ça a l'air de... J'ai une question. Vas-y, Yousra. Il te reste 3 minutes. Bonne journée. Si vous avez d'autres questions, pareil, n'hésitez pas hein, sur l'adresse mail HelloSwat. On se fera un plaisir d'y répondre et de débattre avec vous de ce sujet que l'on a évoqué avec vous aujourd'hui. Bon, Yousra, tu nous la poses par mail sur le mail hello@swat.fr. Bonne fin de matinée à tous. À tout à l'heure, Sébastien. À tout à l'heure. Ah, ça y est, répondu. Est-ce qu'il y aura des formations sur les achats responsables? Oui. Yousra, elles y sont déjà. C'est intégré la prestation intellectuelle. Enfin, les prestations intellectuelles sont intégrées à nos formations. Donc, tu verras que la fonction achat, être un acheteur qui intègre cette dimension-là, un manager de la triple performance, du développement durable. Aujourd'hui, c'est d'abord maîtriser les fondamentaux du métier, les approches méthodologiques, les outils, savoir faire des tableaux de bord. Vous avez le logiciel aussi. Et ensuite, une fois qu'on est dans les projets, si on s'attaque à des prestats intellectuels, eh bien, on va étudier le marché en question, identifier les leviers activables. C'est là où la différence se fait. Et on a des exemples, évidemment, de prestations intellectuelles. Mais déjà, je peux te dire une chose, c'est que tu gagneras énormément et tu seras beaucoup plus performante si tu élargis ta vision au-delà des prestations intellectuelles et que tu abordes les prestations intellectuelles comme étant une typologie de famille achat, mais que finalement, toutes les phases amont et toute l'approche méthodologique est la même, que tu achètes des transports, des prestations intellectuelles, des emballages. Finalement, la méthode est la même. C'est les marchés qui sont différents et les leviers activables qui sont différents. Donc ça, on vous l'explique et on vous forme là-dessus en vous donnant des exemples précis dans les formations. Allez, ciao tout le monde. À toutes. À bientôt.